Bonsoir à toutes et à tous pour cette séance estivale, mais non moins nécessaire. Donc, comme secrétaire de séance, nous aurons, comme l'accoutumée, Madame Barbara Louillot. Les procurations, nous en avons quelques-unes. Monsieur Jean-Michel Léon pour Madame Corinne Maillat. Monsieur Romano pour Madame Muller. Monsieur Tricoire pour Madame Moulin. Monsieur Cassard pour Madame Laurent. Et Madame Combarnos. Non, c'est Monsieur Bourguet qui donne à Madame Combarnos, pardon. Voilà. Très bien. Donc, adoption du procès verbal, le dernier procès verbal, qui n'a pas fait l'objet de demande particulière. Donc, s'il n'y a pas de réflexion en séance, d'amendement en séance, nous l'adoptons en sa forme. Pas de point retiré à l'ordre du jour, ni de point à rajouter à l'ordre du jour. Donc, sans plus tarder, nous entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Voilà. Voilà, tout d'abord, avant de donner lecture des décisions municipales traditionnelles, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons été confrontés, comme chacun sait, à un problème bien particulier, celui de l'accueil des gens du voyage, et que pour une fois, force est restée à la loi. Quand je dis pour une fois, c'est-à-dire que le préfet nous a bien soutenus, l'État nous a bien soutenus, puisque 153 gendarmes sont venus nous aider le vendredi matin à accompagner le départ de ces personnes qui sont allées sur Montpellier. Je précise que les efforts qui ont été déployés au cours de l'année 2010 et des années qui ont précédé nous ayant permis d'être en conformité avec le schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage, ont validé un arrêté d'expulsion qui a été pris immédiatement par monsieur le préfet. Que la population a été très, très réactive et très sensible à ces dispositions, et que nous espérons que les aménagements qui sont en place permettront à l'avenir d'éviter pareil désagréments, même si les services municipaux, que je remercie pour leur mobilisation et leur efficacité, police incluse, services techniques, veillent régulièrement. Mais vous savez comme moi que des fois c'est un jeu de pouvoir. Quand je dis un jeu, c'est un rapport de force plutôt. Et qu'ils menacent, et ils mettent même les menaces d'exécution, ils bloquent les rues, ils bloquent les entrées. Et que, une nouvelle fois, je m'en suis ouvert à monsieur le préfet en demandant que les lois qui régissent les accueils de ces gens soient appliquées. C'est-à-dire que s'il manque des aires d'accueil, on nous menace de pénalités pour l'accueil pour les logements locatifs aidés. Mais il serait bon aussi que les gens qui sont redevables de ces équipements les mettent en place, parce que ceux qui n'en ont pas, c'est les voisins qui en héritent. Voilà. Donc je remercie la population et les services pour leur réactivité, les services de l'État surtout. Donc cette séance étant consécutive à cet épisode, je tenais à apporter ces précisions, même s'il n'a pas échappé, notamment à certains qui sont riverains, que cette situation était critique et que ça serait bien dispensé. Je fais part à l'Assemblée que depuis la dernière séance, j'ai pris les décisions suivantes, conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, la 110 en date du 24 juin 2014, portant sur une aliénation pour cession de matériel ou d'une reprise dans le cadre matériel neuf. Voilà, c'est-à-dire c'est une moto pour la police. La 111. Quelle a été la solution? Oui, excusez-moi. Quelle a été la solution? Ça a été une cession de matériel ou une reprise dans le cadre d'un achat? Nous avons vendu l'ancienne moto, 1000 €. Elle avait été achetée 4 593 €. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas eu un matériel neuf qui a été repris? Alors, excusez-moi, le matériel neuf coûte 4 593 €. Non, c'est bien ce que j'avais dit. Hein. Mais bien sûr, on a racheté une moto. On a racheté une moto avec une reprise de 1020 €.
D'accord. Pour un matériel qui en avait coûté presque 5 fois. Oui, d'accord. Non, donc c'est bien. En fait, la solution qui a été adoptée, c'est une reprise dans le cadre de matériel neuf et pas une cession de matériel. C'est une cession. On appelle ça une cession. Ah bon. Voilà, là, c'est une cession. C'est là, c'est une cession. Parfois, il y a des reprises. Bon, excusez-moi, je cherche à comprendre. La 111, en date du 24 juin 2014, portant sur la modification de la régie de recettes pour l'encaissement des produits issus de la vente de carburant à la station d'avitaillement au port de Carnon. Voilà. Donc en fait, c'est l'intégration des problèmes d'évaporation. Il s'évapore 100 litres de carburant par an. Donc voilà, c'est comme ça. Oui. Manipulation. Donc, la 132, en date du 7 juillet 2014, portant sur la convention de mise à disposition de locaux au sein de l'école Jean Moulin avec l'association des Césamotismes du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017 pour un montant annuel de 4 600 €. En effet, donc, ce dispositif expérimental dans un premier temps nous vaut une aide d'accompagnement qui nous permettra donc de rembourser partiellement le local qui a été rajouté dans la cour pour, disons, suppléer à la mise à disposition dont est privé le RASED, et puisqu'il y a 2 salles qui seront mises à disposition, 2 salles en dur pour le compte de ces amortistes. Voilà. La 133 date du 8 juillet 2014 portant sur des contrats de spectacle et intervention culturelle le lundi 14 juillet 2014 dans le cadre de la fête nationale, animation musicale par une peña traditionnelle, la peña Mistral pour un montant de 930 € TTC, soirée dansante avec l'orchestre Music pour un montant de 2 904,82 € et location de matériel, Gloria Production pour un montant de 1095,18 € TTC. La 134, en date du 24 juillet 2014, portant sur le remboursement d'une concession rétrocédée à la commune par Madame Vinco Jaline, veuve Magion, d'un montant de 689 €. La 135, en date du 23 juillet 2014, portant sur la désignation de maître Rosier pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre du recours déposé par M. Franck Couchevelou contre l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2014. En effet, cerise sur le gâteau, non seulement les personnes qui sont venues occuper la plaine des sports n'ont rien payé sur les dégradations ni sur l'occupation, mais il a fallu en plus se défendre. Il a fallu se défendre, c'est-à-dire il y a un dépôt de mémoire, à la louche ça a dû nous coûter dans les 4 000 €, ça a dû en coûter autant à l'agglomération, voilà donc, et encore on s'en sort pas trop mal. Voilà, M. Couchevelou est la personne référente du groupe qui est venu. La 136, en date du 25 juillet 2014, portant sur la modification de la régie de recettes pour la délivrance des tickets de garderie scolaire. Voilà, il s'agit en fait du paiement par Internet sur le site officiel de la commune. Ensuite, les marchés publics, dont décision municipale relative au marché passé selon une procédure adaptée à l'application des dispositions de l'article L2122-23 du CGCT, il convient de rendre compte des avenants et résultats des marchés à procédure adaptée. Donc, je vous parle des marchés dont la maîtrise d'œuvre est inférieure à 90 000 € hors taxe, voilà, et les procédures donc où on est entre 15 000 € et 90 000 €. Voilà, ça c'est les feux d'artifice pyrogriques. Voilà, vous avez ensuite un terrain de tennis et du matériel nautique. Et à la page 3, voilà, des vérifications pour les bâtiments contrôle technique, mise en conformité accessibilité du tir municipal. Voilà. Voilà, donc je vous demande de prendre acte de ces décisions. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, ça continue. Le point numéro 2 relatif à la fourniture et l'acheminement de gaz naturel pour les sites de la commune de Moyo-Carnon. J'expose au conseil municipal que dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz à la concurrence en conformité avec le droit européen, les tarifs réglementés de vente proposés par les fournisseurs historiques sont supprimés à partir de 2015 de façon progressive et en fonction du volume de consommation. Cette mesure concerne tout consommateur professionnel selon les modalités suivantes. Au 1er janvier 2015 pour les sites dont la consommation est supérieure à 200 MWh par an. Au 1er janvier 2016 pour les sites dont la consommation est supérieure à 30 MWh par an. La commune compte 4 sites dont la consommation est supérieure à 200 MWh, les groupes scolaires Jean Monnet et Louise et Michel, le gymnase Beugnot et l'hôtel de ville.
Dans un souci de cohérence de l'achat public, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics pour l'ensemble des sites communaux, y compris ceux dont la consommation est supérieure à 30 MWh par an. Cet appel d'offres est un accord cadre qui fera l'objet de marchés subséquents. Il est conclu pour une durée de 4 ans, soit 2 fois 2 ans, et sans engagement de commande. Dans le respect des articles 53 et suivants et de l'article 76 du Code des marchés publics, la commission d'appel d'offres, lors de sa séance du 28 juillet 2014, a classé les offres et choisi celles d'entreprises suivantes. En 1, GDF et Suez. En 2, EDF. En 3, Total Énergie Gaz. En 4, Gaz de Bordeaux. En 5, Enigaz et Power France. Ces entreprises seront consultées lors de la mise en concurrence intervenant pour l'attribution des marchés subséquents. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'accord cadre conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du Code général de collectivité territoriale et tous les actes contractuels y afférents, y compris les marchés subséquents. Voilà, donc vous avez compris qu'on a présélectionné 5, comme le veut la loi, 5 entreprises, 5 fournisseurs potentiels. Madame Comardous. Qu'est-ce que c'est qu'un accord cadre? Un accord cadre, c'est quelque chose qui est régi par, selon une durée définie. Les accords cadres, c'est des grandes lignes qui correspondent au marché public. Les accords cadres sont des marchés qui permettent de présélectionner des candidats qu'on met ensuite en concurrence sur des critères bien précis. On ne sélectionne pas un candidat mieux disant, mais on sélectionne plusieurs candidats mieux disant qu'on mettra ensuite en concurrence. C'est une disposition du Code des marchés publics qui permet de faire appel à plusieurs prestataires. D'accord, donc cet accord cadre permet de sélectionner 5 entreprises. De limiter le nombre de prétendants, de pétitionnaires. D'accord. Oui. Excusez-moi, Non, mais Madame Rabinovici, qui était présente, donc participait aux 2 commissions d'appel d'offres, et vous dira, si vous l'interrogez, puisque c'est votre voisine, oui, qu'effectivement, on a mis de côté une autre entreprise qui soumissionnait, mais qui ne correspondait pas, enfin, qui était moins bien classée que les 5 que nous avons retenus. Voilà. Bon, il y a encore le choix pour plus tard. Absolument. Voilà, donc je vous demande de voter sur cet accord cadre, qui est un accord que toutes les communes devront signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 3, il s'agit de l'élimination des déchets ménagers au niveau du pays de l'agglomération. Rapport sur le prix et la qualité du service public pour l'année 2013. J'expose que selon les dispositions des décrets 95-635 du 6 mai 1995 de modifier et numéro 2000-404 du 11 mai 2000, les établissements publics ayant compétence en la matière doivent présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. Les conseils municipaux de chacune des communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale doivent être destinataires du rapport annuel adopté par cet établissement. Ce rapport doit être tenu à la disposition du public, transmis dans les mairies des communes membres qui l'exposeront à leurs conseils municipaux. L'exemplaire sera bien sûr adressé à M. le Préfet pour information. Le présent rapport expose les différentes activités du service intercommunal d'élimination des déchets ménagers pour l'année 2013. La commission environnement et qualité de vie et la commission consultative des services publics locaux ont émis un avis favorable à ce rapport. Je demande au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du dit rapport, adopté le 3 juillet 2014 lors du conseil d'agglomération, qui sera mis à disposition des administrés. Voilà, donc vous l'avez voté le 3 juillet, donc... Nous sommes abstenus. Je dis vous, d'une manière générale, nous l'avons, voilà. C'est normal, vous arrivez, il faut que vous ayez le temps de vous mettre au courant. Voilà, donc effectivement, en gros, c'est 125 euros pour la collecte, 125 euros pour l'incinération. Voilà à peu près ce que ça coûte. Voilà. Mais j'aurais une suggestion à faire, parce que la commission Carnon ne s'est pas encore réunie, et donc c'est une information
J'espère qu'elle se réunit. Ben, il y a une commission municipale Carnon, je n'ai pas eu d'invitation depuis le mois de mars. Et donc, la question que j'ai à poser, que j'ai d'ailleurs proposée à l'agglomération, c'est qu'à Carnon, nous bénéficions maintenant d'une nouvelle déchetterie qui est intercommunale et qui est à Palavas. Elle est à Palavas juste à la limite de Carnon. Or, vous voyez sur le plan qui est fourni tous les ans par l'Office de tourisme, bien religieusement, on s'arrête à la frontière communale et on ne met pas les deux ronds-points. Et justement, la déchetterie se trouve juste où j'ai le doigt. Donc, j'en profite pour faire un vœu, c'est que la prochaine édition de Carnon, il y a un petit addenda vers l'ouest avec les deux ronds-points plus le positionnement déchetterie. Et les deux ronds-points, ils sont peut-être sur la commune de Palavas, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de plans que je donne à Carnon-Ouest, parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur l'impasse de la rue Samuel Bassager, qui veulent traverser, bien sûr, il y a de l'eau, donc ils ne peuvent pas. Et quand je leur dis, ah ben vous faites demi-tour, au premier rond-point, vous tournez à droite, au deuxième rond-point, vous tournez à droite, au troisième rond-point, vous allez tout droit, déjà ils commencent à paniquer, puis je leur dis, vous faites 400 mètres, il y a un feu rouge, et vous tournez à droite, et vous avez la mairie, l'office de tourisme et tout ça. Donc j'aimerais bien pouvoir donner carrément un plan avec les deux ronds-points. Ça serait sympathique, même si c'est en grisé ou autre, mais pour qu'au moins il y ait une continuité entre Carnon-Ouest et voilà. Donc, et avec une flèche déchetterie. Faites-en de même avec le nouveau président de l'agglomération, avec lequel vous semblez entretenir des relations privilégiées, puisque c'est une compétence qui relève de l'agglomération et pas de la commune, et que le fléchage pour apporter les déchets est fait régulièrement, et je le sais. On l'a fait par le passé, on l'a fait quand la déchetterie de Palavas a ouvert, on a donné des documents, mais peut-être y a-t-il un lien à faire entre le document municipal et intercommunal? Ne vous inquiétez pas, j'ai fait la même information pour les panneaux de fléchage, et il manque devant le panoramique et même un pré-panneau indicateur. Mais là, c'est sur le plan de Carnon. J'aimerais bien qu'en 2015, il y ait un petit peu plus, un centimètre de plus vers l'ouest, pour qu'on introduise les deux ronds-points et la possibilité en voiture d'aller de Carnon-Ouest à Carnon-Centre. Comme on n'aura plus rien à dire sur le Lido, on pourra un petit peu pousser vers Carnon-Ouest. Très bien. Rapport sur l'eau de l'assainissement, rapport sur le prix et la qualité du service public année 2013. J'expose que selon les dispositions du décret 95, 56 mai 95, codifié à l'article L 2224-5 du CGCT, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la compétence sur l'eau de l'assainissement lui était transférée, ce qui est le cas, est tenu de présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Le présent rapport annuel 2013 expose les différentes activités des services intercommunaux de l'eau et de l'assainissement. La commission eau et assainissement et la commission consultative des services publics locaux ont émis un avis favorable à ce rapport. Je demande au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport adopté le 3 juillet 2014 lors du conseil d'agglomération qui sera mis à disposition des administrés. Voilà. Donc c'est la même chose. C'est également un budget annexe comme la taxe d'enlèvement des produits ménagers. Donc il n'y a pas de vote. Nous passons au rapport numéro 4 relatif à l'organisation de la concertation publique pour la RD 26 et 26E1, recalibrage et aménagement d'un cheminement d'eau entre Montguillon et Bayargues. J'expose que le département de l'Hérault a pour projet le recalibrage et la création de cheminement d'eau entre Montguillon et Bayargues sur la RD 26 et 26E1. Ces travaux s'inscrivent dans la réflexion engagée par la région Languedoc-Roussillon, le département de l'Hérault, les communautés d'agglomération de Montpellier et du Pays de l'Or, Réseau Ferré de France et la ville de Bayargues, pour l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal de la gare TER de Bayargues et la création du pont rail à lieu et place du passage niveau numéro 33.
Le projet consiste à dimensionner la voirie pour l'accueil de transit de bus et de poids lourds et à aménager une piste cyclable en bordure est. Cette opération concernant les communes de Moguion, Budaison et Bayargues doit faire l'objet d'une concertation avec le public, les associations locales et autres personnes concernées, conformément au Code de l'urbanisme et notamment ses articles L300-1 et L300-2. Sur proposition du département maître d'ouvrage, je propose d'adopter les modalités de concertation suivantes. Tout d'abord, une réunion de concertation publique sur le territoire concerné par les aménagements. Ensuite, la mise à disposition du public d'un dossier d'information et d'un registre destiné à recueillir les informations du public pendant une durée de 15 jours dans les locaux de Moguion, Mudaison et Bayargues. Enfin, l'insertion dans les bulletins municipaux et sur le site internet du département d'une information relative à la dite concertation. Un bilan de cette concertation sera établi, puis les études d'avant-projet seront finalisées avant le lancement des enquêtes publiques préalables à l'autorisation des travaux. Je demande aux membres du conseil municipal d'adopter les modalités de la concertation publique relative au recalibrage et à l'aménagement d'un cheminement doux entre Moguion et Bayargues sur les RD 26 et RD 21, telles que définies ci-dessus. Voilà, en fait, c'est la mise en route du recalibrage de la route qui va à la SICA et à la zone du Bosque, la zone économique du Bosque. Madame Arnaud, ici. Est-ce qu'il y a une date de début de concertation ou un calendrier déjà prévu ou pas? On adopte le principe et ensuite le département va nous faire des propositions. D'accord. Ah, c'est automne, voilà. Oui, je pense que je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est automne. C'est prévu parce que vous avez vu, les travaux ont déjà avancé pas mal sur la voie ferrée. Donc là, concomitamment, il va y avoir des travaux sur la RD 26. Et est-ce qu'il y aura plus de poids lourds que ce qu'il y a aujourd'hui? Quand la zone du Bosque sera en capacité maximale, certainement. Je serais tenté de dire que ça sera surtout le TER, enfin la finalité du pôle d'échange multimodal est plus une manière pour le voyageur, dans le cadre du développement durable, d'emprunter un transport collectif, plutôt que de l'acheminement de marchandises. Il n'y a pas de plateforme de transit particulière, c'est surtout le bus ou le véhicule qui sera déposé, ou le vélo, qui sera déposé à Open pour rejoindre ou Montpellier ou Nîmes. Déjà, ça opère pas mal, le président Bourquin l'a inauguré la semaine dernière, donc avec une montée en charge qui fera qu'à terme on aura un TER toutes les demi-heures. Alors peut-être, M. Pradet. Je voudrais savoir la date de livraison envisagée. Fin 2017, c'est la deadline. Est-ce qu'on envisage, nous, au niveau de l'agglomération, de faire une circulation bus? Alors évidemment, la réflexion qui est en cours est bien celle de voir comment on va adapter notre réseau de transport. Alors, j'imagine qu'on n'aura pas besoin de notre syndicat, que peut-être ça sera Eurotransport, qui sait. Parce qu'aujourd'hui, les études qui sont faites, on est sur un transport rapide, une ligne rapide Lunel-Moguion Audition. On est sur un transport rapide de la Grande Motte via Carlon vers Montpellier. On est vers un rattachement vers le Sablassou du côté de Saint-Onès. Une réflexion, bien sûr, sera nourrie au niveau de l'agglomération pour un temps et heure. Bon, nous sommes en 2014, on a pratiquement 3 ans, mais effectivement, ça fera partie des... Pour le territoire, je crois que ce sera le premier point stratégique qui nous ralliera à Montpellier. Plus encore que tout ce qui se fait au niveau des lignes directes vers Audition. Effectivement, ça fera partie des prérogatives de l'agglomération que de voir, alors, est-ce que ça sera fait par Aérotransport? Est-ce qu'on aura, nous, le droit d'y aller? J'imagine que les conventions entre l'agglomération montpelliéraine, entre le syndicat mixte et le Pays de l'Or, vont s'assouplir, simplement. Qui sera le transporteur, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, les véhicules pour les personnes, pour les seniors, le Novabus, peuvent sortir du territoire sur une simple autorisation.
Dès lors qu'il va peut-être s'agir d'un transport collectif avec des masses, entre guillemets, numériquement plus importantes de voyageurs, peut-être que ce sera le syndicat mixte Eurotransport. On va voir. De toute façon, ça sera dès qu'on va s'orienter vers le pôle d'échange multimodal, ça veut dire du rabattement de la part de l'INSARG, de Mudaison. J'imagine qu'une étude va être faite pour voir quelle est l'agglomération va mener une étude pour savoir comment rabattre les gens avec un service de desserte collective et une fréquence, surtout combien de gens travaillent sur Nîmes, combien de gens travaillent sur Montpellier, bien sûr. Vous y serez associés, nous y serons associés. Par rapport au phasage, ça a une importance centrale, puisque si j'ai bien compris ce que disaient aux urbanistes par rapport à la Fonds de Mogio, eux ils envisagent que ça fonctionne si 20% des nouveaux habitants de la Fonds de Mogio sont en transport doux. Donc si on ne se dote pas, et c'est eux qui l'envisagent, c'est pas moi. Si on ne se dote pas rapidement de transport en commun doux, y compris le transport doux, le transport en commun, on va avoir une saturation tout à fait prévisible, puisqu'on a déjà analysé qu'on était saturé sur nos pourtours. Donc la question des transports et la question de la navette rapide vers Bayargues, c'est une question centrale. La région, je sais que souvent la région est décriée dans ce conseil municipal, mais la région a pris sa responsabilité et vous avez invité dans un partenariat qui a bien fonctionné. Bayargues, c'est une belle opération. À nous de faire le lien en transport en commun pour que ce soit efficace. Autre réflexion, je ne suis pas sûr que ce soit opérationnel pour tout ce qui est latéral. Je pense au raccordement entre cet axe-là et Mudaison. Je serai conseiller général du Pays de l'Or. J'aurai une réflexion là-dessus au niveau du conseil général, parce que si Mudaison, par exemple, je prends l'exemple de Mudaison, continue à avoir une voie aussi étroite et ne peut pas profiter de raccordement au vélo, ce sera la politique du département qui sera moins efficace. Donc ça, il faut bien l'envisager. La commune de Mudaison m'a déjà interpellé sur ce sujet, j'y travaille déjà, bien sûr, ça, c'est évident. La 106 a été refaite au sud, et ce qu'ils veulent, c'est que la route qui longe le canal soit une route qui soit élargie. Aujourd'hui, elle n'est pas dans les priorités de la programmation 2014. On verra en 2015, mais je ne vous cache pas qu'on est surtout sur les grands axes structurants. Et déjà, le fait que le département ait mis la main dans la poche pour justement participer à ce recalibrage est un bon signe. Et en termes de bon signe, je peux dire que la région, en termes de transport, est un bon partenaire, même au niveau du transport aérien. Bon, ça se voit moins, mais en tout cas, quand elle n'est pas là, je le dis. Quand elle est là et qu'elle est là, je le dis aussi. Nous avons travaillé avec toute l'intelligence nécessaire, région, puisque c'est elle qui a la compétence, et le département, j'allais dire, pour une fois, ça n'a pas été simple. Ça a pris des mois, mais nous y sommes arrivés. Voilà, donc évidemment, je serais tenté de vous dire que d'abord, ça répondra aux besoins des Melgoriens, hormis la Fonds de Mogio qui arrivera, elle montera en charge, ça commencera en 2017, 2018, 2019, 2020, avant la fin de cette mandature. Il n'y aura pas vraiment énormément, à mon avis, il n'y aura pas énormément de gens qui seront installés et déjà consommateurs des transports publics. Et ça sera surtout les gens qui sont déjà installés sur Mogio qui en auront besoin, et tout ce qui viendra de l'Est. Mais nous sommes en voie également nous sommes en train de requalifier des axes structurants au niveau des pistes cyclables, et nous avons fait le choix de prolonger la piste cyclable au niveau de l'avenue Jean-Baptiste Clément en continuité, tout ce qui ira vers la Louvade, justement, pour permettre un dégagement, y compris pour les vélos, qui est une cohérence, et le département devra faire le lien entre ce qui est choix à la ville et ce qui est choix au raccordement de la RD 26. Donc c'est un sujet, bien sûr, que nous suivons avec attention, et où je constate avec plaisir que toutes les entités territoriales sont partenaires, c'est bien. Voilà, donc je vous propose... Peut-être un point, vous avez terminé sur la piste cyclable. Oui. Est-ce que, en effet, si on veut que tous les Melgoriens profitent de cette nouvelle piste et de cette nouvelle gare, il faut absolument qu'ils puissent arriver à la piste cyclable et qu'après,
ils ne se retrouvent pas à passer dans des rues qui sont difficiles. C'est ce que je vais te dire. Hein. Ouais. On est en train. Et y compris d'essayer d'avoir une ouverture vers le sud, vers Carnon, et faire à terme demander que le Conseil général permette le tour de l'étang de l'Or à vélo, parce que pour les touristes aussi, c'est avoir un arrière-pays, c'est important. Donc c'est quelque chose à double détente, et véritablement c'est un besoin. Il y a une réflexion qui est menée au niveau de la route 172, c'est celle qui va de Moguio à la mer, en passant par Fréjol, puisque la requalification de la zone de fret va appeler justement, notamment de la part de la région qui en a la compétence au niveau économique, va appeler des aménagements en partenariat avec le département pour définir l'usage de cette route qui ne sera plus celui qu'il est aujourd'hui. Pour aller dans le sens que vous souhaitez, vous avez parlé de double détente, puisque le côté Pérol, le côté Carnon, j'observe que c'est le côté détente. On va avoir, je l'espère, au cours de l'année 2015, le franchissement du pont des Équerelles, avec un élargissement du tablier du pont qui est vraiment très étroit aujourd'hui, et une sécurisation des piétons et des cyclistes par un petit encorbellement, un rajout qui se fera en platelage bois vraisemblablement. C'est à l'étude, ça coûte relativement cher, et on en avait parlé déjà, le CIMO travaille sur un ouvrage de décharge capable d'absorber un peu plus de débit par rapport aux salaisons. Voilà. Donc on travaille sur ces questions-là, en espérant qu'elle progresse aussi vite que nous le souhaitons. Mais bon, de temps en temps, vous me le rappelez, vous avez raison, et je le rappelle à mes collègues du département. Donc je vous invite donc à voter favorablement pour l'organisation de cette concertation publique. Ça ne devrait pas poser de problème. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Héros-aménagement, rapport d'activité 2013, j'expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre des dispositions de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la société d'économie mixte Héros-aménagement a transmis un exemplaire de son rapport d'activité afin qu'il soit présenté à l'Assemblée délibérante des actionnaires. Il est précisé que ce rapport a pour objet de donner information sur l'activité et les résultats de la SEN. Je demande aux membres du conseil municipal de prendre acte du dit rapport. C'est du traditionnel, bien sûr, ce rapport est à votre disposition si vous souhaitez le consulter. Voilà, maintenant j'invite Virginie, Madame Temple, à intervenir sur le tarif pour les activités périscolaires. Virginie, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite au décret du 24 janvier 2013 sur l'organisation scolaire dans les écoles primaires, la commune a défini une organisation du temps périscolaire qui a fait l'objet d'une information en conseil municipal le 30 juin dernier. À Moguio, les conseils d'école, les élus et l'inspection académique ont validé le début du temps périscolaire à 15h30. Dans le cadre de la mise en place de cette réforme, nos objectifs sont d'assurer la gratuité de la prise en charge des enfants jusqu'à 16h30, de privilégier la qualité éducative à la fois dans le temps scolaire et périscolaire, c'est-à-dire le maintien des activités culturelles et sportives pendant le temps scolaire et le développement d'animations périscolaires entre 16h15 et 17h, avec la recherche de contenus éducatifs, cycle de multi-activités, menés par des animateurs diplômés. De maintenir les études gratuites en élémentaire pendant le temps périscolaire, 30 minutes chaque jour, avec un encadrement renforcé pour l'apprentissage des fondamentaux pour les CP et CE1. De garantir la sécurité des enfants en confiant à des coordinateurs présents dans chaque école le contrôle des sorties échelonnées. Enfin, la création d'une garderie le mercredi matin de 7h30 à 9h. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'établir un tarif pour les différents temps d'accueil périscolaire en fonction des revenus des familles. Une majoration de 50 centimes d'euros sera appliquée si un enfant est présent au temps d'activité périscolaire à partir de 16h30 en l'absence d'une réservation préalable. Alors, les tarifs de la garderie du matin, 7h30, 8h30, s'établissent ainsi selon les revenus, selon 4 tranches, de 0 à 2000 euros, 40 centimes d'euros. Je ne sais pas si je dois lire tout le tableau. Oui.
Surtout le rectificatif. Oui, alors j'ai le rectificatif, pardon. Alors, je continue. Je vous donne que les tarifs initiaux, la majoration, c'est 50 centimes à chaque fois, supplémentaire. Les revenus compris entre 2001 € et 3000 €, 0,60 centimes. Les revenus compris entre 3001 et 4000 €, 80 centimes. Et les revenus supérieurs à 4000 €, 1 €. Ensuite, le temps de 15h30 à 16h30 est gratuit, comme je l'ai dit. Et enfin, de 16h30 à 18h, pour les revenus inférieurs à 2000 €, le tarif sera de 60 centimes d'euros. Pour les revenus compris entre 2001 et 3000 €, 80 centimes d'euros. De 3001 à 4000 €, 1,20 €. Et enfin, supérieur à 4000 €, 1,50 €. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs proposés. Merci Virginie. Bien. Donc nous serons prêts pour la rentrée, pour mettre en place cette réforme de rythme scolaire. Et nous sommes bien sûr en relation étroite avec la Caisse d'allocation familiale, avec laquelle nous avons échangé pas mal de courriers, et qui à ce jour nous a donné un accord de principe de financement, mais pas de montant. Non, en effet. Donc nous attendons avec impatience, on a eu Madame Chaper encore cet après-midi, nous attendons justement les montants que la CAF aura. La réunion qui a eu lieu le 15 juillet, je m'en suis entretenu avec Jean-Charles Aguilar, qui est le directeur de la CAF, comme chacun sait, qui était venu inaugurer le centre de loisirs à la Grande Motte, et qui est en plus de surcroît maire de Saint-Jean-de-Fosse, donc rompu à cette contrainte en tant que maire de mettre en place une politique soutenue par la CAF, n'a pas été en mesure de me dire, il m'a dit le principe d'un accompagnement financier, mais pas la hauteur de cet accompagnement financier. D'où la nécessité pour nous de définir des tarifs, de nous organiser avec bien sûr une approche différente de celle qui aurait été celle d'un partenariat avec la CAF, chiffré, où nous avions prévu la mise en place, dans le cadre d'un plan éducatif territorial, un pool de personnes ressources au niveau de l'agglomération, un contenu éducatif, pédagogique, identique pour toutes les communes membres de l'agglomération, afin de dispenser un enseignement et un encadrement de qualité au niveau de l'école de la République, dans le cadre d'une attitude concertée. Malheureusement, donc, ce désengagement que je souhaite provisoire, en tout cas cette incertitude, n'autorise pas une commune comme la nôtre, où il y a, disons, nous sommes à 1400 enfants, 1500 1610, merci, 1610 enfants, ne nous autorise pas à atteindre le chiffre exact de la CAF pour mettre en place une organisation. Donc c'est la raison pour laquelle, à ce jour, nous sommes en phase de recrutement des animateurs pour les activités dans le temps périscolaire et des coordonnateurs, un coordonnateur par site, des coordonnateurs qui seront réunis avant la rentrée, présentés au chef d'établissement et briefés, si je puis dire, au niveau de leur responsabilité. Ce sont bien sûr des personnes qui ont les diplômes requis. Je rassure les familles qui seraient peut-être un petit peu anxieuses. Nous avons chaque jour une dizaine de demandes, dont les demandes sont nombreuses. Alors certains, quand ils prennent conscience qu'il ne s'agit que d'un temps relativement court, 1h30 ou un petit peu plus, reculent. En revanche, il y en a d'autres qui sont vraiment volontaires et qui attendent une sélection que nous voulons la meilleure possible parmi les profils qui se présentent à nous. Voilà. Donc nous serons prêts pour la rentrée pour assurer cette mise en place des nouveaux rythmes. Voilà. Vous aurez tous les animateurs diplômés pour la rentrée? Mais aujourd'hui, nous ne les avons pas. Vous n'avez pas aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne les a pas. Je vous mentirais si je vous disais que nous les avons. Nous avons un tiers, on a un tiers à peu près aujourd'hui. Je pensais, n'est-il pas possible de faire appel à des étudiants de STAPS qui, dans le cadre de leur formation, doivent, je crois que c'est 2 heures. S'ils ont le BAFA, Madame Grèce, oui. Il faut qu'ils aient le BAFA. Ou alors une équivalence de diplôme. Je me tourne vers. Ou un BATEP. Voilà. Avec un BE, je écoutez, si vous en connaissez, alors, si vous en connaissez, demandez-leur. Je pense à ça parce que dans le cadre de leur formation,
je pense qu'ils doivent 2 heures en situation, 2 heures semaine en situation. Donc ce serait peut-être intéressant. Ah oui? Peut-être que les autres établissements ont déjà fait des Ben, demandes. si vous en connaissez, oui. Oui. Non, mais je pense qu'il faudrait s'adresser à l'URSSAF. Ça a été fait. Voilà. Madame Moulet? Oui, non, je parle en connaissance de cause parce que j'ai un fils qui est un STAPS. Effectivement, c'est difficile à mettre en œuvre dans la mesure où leur emploi du temps change assez régulièrement. Donc, ça, c'est compliqué. On a besoin de personnes qui soient là de façon très fixe. Mais après, effectivement, au niveau des stages, voilà, au niveau des stages qu'ils ont à faire en milieu scolaire ou autre, on peut éventuellement demander aux STAPS de condenser ces choses-là pour qu'ils puissent participer à ce genre de dispositif. C'est sûr. Ça pourrait être intéressant, effectivement, de poser la question. Si mes souvenirs sont bons, quand on prend un brevet d'État, on a en plus une consolidation de jeunesse et sport. J'avais vu qu'il y avait une opportunité financière. Le brevet d'État, c'est pas bon là. Le brevet d'État, il va. Ben, moi j'avais vu que sur des brevets d'État, il y avait des. Ah, mais dans ce cadre-là, le brevet d'État, c'est pas conforme. Pourquoi? Il faut un BPJ, il faut un truc multisport. Ouais. Et un brevet d'État sur un sport bien précis, c'est pas valable. Je vous dis ça de souvenir après avoir lu une circulaire. Et je pense qu'il y a un filon budgétaire. Monsieur Dupont, récemment, c'est Dupont qui s'appelle, monsieur qu'on avait vu le jour le ministre est venu. Monsieur Dupont nous avait assuré, main sur l'épaule, que tout était possible au niveau du financement par Jeunesse et Sport. Le jour où il s'appelle. Non. Le ministre Montebourg. Le jour où Montebourg est venu il est venu au Centrifique. Il nous a dit c'est possible, on prend langue. Et le lendemain, c'était plus possible. Donc, sur le principe, il pensait également que c'était possible. Donc, Madame Gariani était présente. Donc, nous essayons bien sûr d'utiliser tous les ressorts, si tant est qu'il y en ait, pour justement pondérer ce coût de mise en œuvre, puisque l'appel à ce personnel qualifié est une charge pour la commune de 150 000 euros supplémentaires. Donc, alors on a essayé, et je pense qu'on a réussi, en introduisant, au lieu de faire payer une part fixe à toutes les familles indistinctement de leurs revenus, on est parti sur une proportionnalité. Monsieur Capelletti, vous voulez finir? Oui, un point de vue peut-être un peu plus politique. D'abord, moi je déplore, madame, que vous n'ayez pas réuni la commission des affaires scolaires sur cette question-là. J'aurais adoré travailler en détail avec vous sur ce type d'opportunité. Je n'ai guère eu le temps, je suis désolée. Le temps a été très difficile à gérer à partir de l'annonce du désengagement financier de la CAF, enfin, de l'incertitude sur le financement de la CAF. Et on a travaillé en urgence à essayer de remettre quelque chose d'aplomb pour la rentrée. Et ce n'est que le 15 juillet qu'on voit que la CNAF au niveau national dit qu'elle va poursuivre les financements induits par la réforme des rythmes scolaires. Voilà. Par contre, fin août, il y aura la commission d'harmonisation et on reparlera des rythmes scolaires, et ensuite au premier trimestre de la rentrée, on fera aussi un point. Moi, si vous voulez, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'occasion d'une commission d'harmonisation. Je sais que la question vous a été posée en question diverses des beautés. Vous avez dit tout va bien, tout roule, on s'appuie sur l'agglomération. Je vous ai dit que j'étais beaucoup plus inquiet que vous. Vous aviez l'air rassuré à l'époque. Sachez, madame, que pour les affaires scolaires, moi je peux travailler en nocturne, il n'y a pas de problème. Si vous convoquez à 21h, il n'y a aucun souci. J'en viens à la question des tarifs. Est-ce que je comprends bien, revenu inférieur à 2 000 euros par exemple, c'est le net imposable divisé par 12, c'est un revenu mensuel. Peut-être que pour la clarté de mon délibération, je pourrais peut-être le noter, parce que là on est un peu léger. Moi, madame, je vous le dis, le fait de faire de la gratuité pure, comme le font d'autres villages un peu offensifs, comme Munaison, ou des grandes villes offensives comme Montpellier, ou pas, c'est une vraie question.
c'est un vrai débat politique qu'il ne faut pas écarter. Et moi là-dessus, j'ai eu quelques hésitations. Au niveau du coup, ça, on aurait pu le discuter, on aurait pu faire l'effort pour faire de la gratuité. Par contre, là où vous verrez un vrai désaccord, c'est sur vos tarifs. Parce que revenu de moins de 2000 €, ça veut dire que vous affichez que vous ne faites pas de tarif social. Cette grille-là, qui est progressive sans tarif social, moi, c'est invotable dans l'État. Ces tarifs-là, je ne les voterai pas. Si vous voulez, ça veut dire que dans vos revenus, un parent isolé au SMIC, vous n'en tenez pas compte. Alors que c'est le BABA. Comment il ne fait pas compte? Il est en dessous de 2000. Oui, vous savez que moi j'ai repris parce que comme je suis tombé dans ma chaise, je me suis dit je n'avais pas les bons chiffres en tête. Le salaire, le revenu médian mensualisé à Mogbio, c'est 1600. Ça veut dire que la moitié de Mogbio est à 1600 et pas à 2000. Vous aurez dû faire un tarif pas à 2000. Votre premier pas est à 2000, vous aurez dû le faire. Le SMIC, pour avoir un ordre de grandeur, c'est 1128 net. Donc vous auriez dû faire un premier tarif minimum au SMIC. Et encore, on peut discuter des tarifs sociaux. Donc moi, cette progression, cette grille-là, elle est inacceptable. Je vous donne je précise ce que je dis. L'amende que vous mettez, l'amende de 50 centimes, quand on est à 0,60, 50 centimes, vous doublez la mise. Sur 2 €, c'est que 25%. Ce qui veut dire que si vous avez un caissier qui a un enfant à bas âge qui est seul, un caissier ou une caissière, qu'on lui dit fais-moi des heures sup, et qui ne peut pas prévenir, qu'il est obligé de déposer son gamin, il prend une amende de 50%. Enfin, il double de 100%, il double. Alors qu'un cadre qui a juste une opportunité de faire un hammam, lui, il prend une amende de juste de 25. Les exemples sont un peu caricaturaux. Oui, non, mais je l'ai fait pour détendre l'atmosphère. Mais par contre, sur le principe... Monsieur Pradel, actuellement... Sur le principe, le fait qu'on affiche des tarifs sans tarifs sociaux, ça, je ne sais pas dans quel... J'ai l'impression que celui qui est majoritaire dans ce conseil municipal, c'est M. Balsamo. Je trouve que c'est droite, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous réponds quand même, M. Pradel, avant de donner la parole à M. Capelletti. Ce chiffre-là n'est pas tombé de la Lune, ni vous non plus, ni nous non plus. Ce chiffre-là est un chiffre qui a été adopté en fonction de ce qu'il a été convenu au niveau de l'agglomération. C'était les références au niveau de l'agglomération. Nous avons pris c'est toujours, comme de tout, c'est toujours discutable, bien sûr, mais j'attire votre attention sur le fait que, par rapport aux tarifs qui étaient pratiqués jusqu'à maintenant, justement, nous avons intégré un paramètre social, puisque une famille qui payait 50 centimes d'euros le matin va payer 20% de moins. Elle va payer moins que ce que payait précédemment. Et que les estimations que nous avons font apparaître qu'en gros, dans cette tranche, figure la moitié des enfants. C'est-à-dire que la moitié des enfants vont payer 0,40 €. Bien sûr, ils payeront un petit peu plus l'après-midi, puisque le temps où nous gardons les enfants et où nous les instruisons est un temps qui n'est tellement plus long. Il va de 15h30 à 18h, dans son côté optimum. Donc, je ne peux pas dire qu'on soit totalement inconscient. Au contraire, nous avons intégré ce paramètre. Les gens payeront moins, les familles modestes. Oui, alors juste quatre remarques sur ce point. Donc la première, c'est un commentaire très rapide national en fait. On voit au niveau local les répercussions de lois improvisées au niveau national. D'un côté, on dit mais vous aurez les financements, et puis sur le terrain, on se rend compte que c'est pas le cas. On est d'accord là-dessus, M. Capelletti. Nous sommes d'accord là-dessus. Le deuxième point, c'est sur les tarifs, effectivement. Je pense qu'il faut préciser, parce que moi, du coup, je pensais que c'était 2 000 € par foyer fiscal, pas par tête. Si, c'est foyer fiscal. Foyer fiscal. Oui. Donc ça peut être pour un couple. Non, moi. Oui. Voilà. Avec le quotient familial? Non. On ne tient pas compte du quotient familial. Donc la personne seule
Je vais continuer. Je pense qu'il faut préciser effectivement, et ce serait mieux à mon avis de faire le revenu net imposable annuel et pas mensuel. Voilà. Parce qu'effectivement, plus ça peut, en cours d'année, ça peut. Enfin, le troisième mois peut être complètement différent du premier mois, surtout avec les changements multiples que peut connaître une personne sur une année. C'est une remarque. On peut intégrer le revenu fiscal du foyer sur l'année, effectivement, oui. Je pense que ce serait quelque chose qui peut moins risqué. Oui. Ça ferait moins d'instabilité. Si je ne me trompe pas, on a choisi le revenu fiscal de référence, qui est quand même beaucoup plus exact et qui est choisi au niveau national, ne serait-ce que pour l'obtention de la livret d'épargne populaire ou pour tout ce qui est obtention de revenus sociaux ou autres. C'est bien le revenu fiscal de référence qui a été choisi. Oui, mais madame, comment le savons-nous, nous qui devons délibérer? Non, mais c'est pour ça que je le précise, puisqu'il n'était pas noté ici, et je suis... Oui, mais concrètement, les personnes vont arriver avec leur feuille de paie. Vous voyez, c'est concrètement, il vaut mieux que les personnes arrivent avec leur revenu fiscal annuel. Absolument, il faut qu'il y ait... Et c'est le revenu fiscal de référence qui est choisi aujourd'hui au niveau national dans les impôts. Le troisième point, c'est pour rebondir sur monsieur le maire, je pense qu'il faut... ce qu'on vit là-dessus peut être amené à se reproduire, compte tenu en fait de la rareté des ressources publiques, etc., à compléter en fait localement des mesures non financées. Bon, en espérant qu'elles le soient par la CAF sur ce coup-là, mais vu ce qui se trame, bon. Et dans ce cadre-là, surtout pour des services publics ou l'école de la République, je pense qu'il faut réfléchir sérieusement, effectivement, à des forfaits et pas à une progressivité, avec un tarif privilégié bas pour des revenus très modestes, mais ensuite le même forfait pour tout le monde. Parce que sinon, vous créez une inéquité sur des services publics, alors que les personnes, par la fiscalité, on a déjà tenu compte en fait de leur différence de revenus. Et notamment sur l'école, ça peut créer en fait une interrogation, se disant si c'est comme ça au niveau de l'école publique, moi j'ai des revenus, je vais à l'école privée. Vous voyez. Donc c'est une réflexion sur un forfait pour tout le monde, pareil, vous l'avez évoqué, vous avez eu cette réflexion entre est-ce qu'on fait un forfait 1, sauf évidemment pour des revenus très bas, ou des foyers en difficulté pour lesquels effectivement on ferait un effort et un geste. Et je pense que cette réflexion il faut l'avoir parce que le cas qu'on connaît sur cette loi, on pourrait être amené à le réavoir sur d'autres cas à l'avenir. Le quatrième point, c'est juste une question technique. En fait, moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des discussions un peu plus approfondies sur ce sujet. Je note la problématique du temps. C'est quoi le coût complet horaire par tête d'élève? Parce que là, en fait, si on a émis ces tarifs-là, 0,60, 0,80 €, c'est évidemment qu'on doit savoir le coût complet. Enfin, c'est pas horaire en fait, c'est de 16h30 à 18h pour un élève donné. C'est juste par curiosité pour savoir si effectivement le but c'était quoi, c'est d'arriver à une couverture équivalente. J'imagine que c'est ça, de dégager un peu. Non, c'est bon, bref. Une partie qui est supportée par l'usager et une autre partie qui est supportée par tous les administrés. Voilà, pour vous donner l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est que sur un total de 740 000 €, l'usager paye 213 000 € et le contribuable, la commune, 460 000 €. C'est-à-dire que pour 1 € que donne l'usager, le contribuable en donne 2. L'usager étant également contribuable, je le rappelle. Donc, si vous voulez, c'est une proportion qui nous paraît globalement acceptable. C'est-à-dire que si vous dispensez, si vous optez, comme l'a suggéré M. Pradeil, pour la gratuité du service, cela veut dire que vous le répercutez sur le contribuable. Bien sûr. Je pense que l'effort que nous faisons en matière d'éducation, dans ce qui n'a pas été dit aujourd'hui, par exemple le renforcement au niveau des apprentissages premiers, la mise à disposition des intervenants pendant le temps scolaire, participe à une réalité incontestable qui fait que l'école est une priorité. La qualité des locaux, la qualité du recrutement, l'attention que l'on porte.
c'est sûr qu'aujourd'hui, le procès d'intention est facile à faire en disant vous avez promis une chose. Évidemment, on était parti sur un plan éducatif territorial. Et tout à l'heure, quand vous nous dites bon, les revenus, vous aurez dû les prendre plus haut, plus bas, vous devrez faire un forfait, nous avons voulu aussi, dans un souci de cohérence, nous aligner sur ce qui avait été convenu avec l'agglomération, c'est-à-dire quand même une progressivité des tarifs qui fait qu'on a quand même pour une même prestation 4 tarifs différents. On ne peut pas on n'en aurait fait que 2, on nous aurait dit alors soit on est riche, soit on est pauvre, vulgairement, ce qui n'est pas le cas. Vous comprenez, à un moment donné, tout est discutable. J'entends bien, mais si on creuse, on est sur un service public, école de la République. Oui. La différence des revenus a déjà été prise en compte sur la fiscalisation différente des foyers. Et ensuite, les gens riches payent des impôts plus élevés, les gens moins riches moins élevés, mais il y a une égalité à avoir devant les services publics. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Et là, elle est un peu rompue. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ce coup-là, je comprends les raisonnements qui ont été faits, mais comme à l'avenir, moi je pense que, et vous aussi sans doute, on pourrait être amené à avoir des interrogations similaires sur d'autres sujets. Cette question, en fait, ce débat entre est-ce qu'on fait de la progressivité ou est-ce qu'on fait en fait un tarif unique, sauf pour des revenus vraiment très bas, mérite d'être débattu et interrogé pour ce motif-là. Encore une fois, M. Capelletti, par souci de cohérence, on s'est aligné sur le contrat CAF. Voilà. Donc on a essayé de rester dans une politique d'éducation et d'accompagnement, tant scolaire, tant périscolaire, avec des critères qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas non plus mes urbanistes, donc tout à l'heure on disait vos chiffres, vos urbanistes, non. On est dans des référents qui sont des référents qui ont été déjà étalonnés, où on a pensé que de tous les systèmes, c'était celui qui semblait le plus pertinent. Ensuite, bien sûr, le champ de la discussion est ouvert. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous avez raison, mais enfin, on veut apporter quand même une forme de sérénité pour dire que la rentrée sera assurée et que nous y attachons de toutes nos forces, malgré ces incertitudes, parce que j'imagine que vous avez dû vous procurer cette lettre d'accompagnement en date du 16 juillet, qui rappelle un principe d'engagement de la CAF, un principe d'accompagnement, mais aucun chiffre n'est annoncé. Bon, quand on est décideur, quand on est en charge, en responsabilité, à un moment donné, on ne peut pas dire peut-être demain on verra. C'est pas possible. Donc il y a un principe de réalité qui nous amène à prendre des dispositions les plus adaptées possibles. Et puis, quand on aura fait un tour de chauffe, si je puis dire, on verra l'avenir qui sera réservé à cette réforme, et si elle perdure, on verra quel est avec des discussions comme celles que nous avons aujourd'hui, avec aussi des retours de la part des familles, des retours de la part des enseignants, la qualité du service qui sera apporté, et rappeler notre attachement, et j'observe qu'il est partagé dans ce cénacle, notre attachement commun au service public. Voilà, ce qui est important. Voilà, donc si vous êtes d'accord, M. Pradel, un petit mot de plus pour la route? Oui, un peu plus pour la route, oui. Dans cette forme de rédaction-là, on voit que la délibération pose des soucis, ne serait-ce que sur le revenu, le type de revenu. On proposait par exemple d'écrire un revenu annuel. Moi je suis pas, j'ai bien conscience qu'on est à la bourre. Est-ce que quand vous aurez, j'imagine que vous allez avoir une réponse pour la rentrée de septembre de la CAF, et dans ce cas-là, on serait peut-être. Dans ce cas-là, on serait peut-être. Et moi, j'aimerais bien que M. le maire nous dise quelle est la fourchette que lui a indiquée la CAF. Ils sont pas. Malheureusement, ils n'ont pas dit. Donc ça vous fait un gap de combien entre sans financement de CAF et avec financement de CAF? Difficile à dire. La réforme aujourd'hui coûte 250 000 euros à la commune. Avec la CAF, elle en coûterait le double, puisqu'il y a aussi le fait que si la CAF nous accompagne, on rentre dans le cadre des ALAE. L'ALAE, ça veut dire un encadrement différent dans des temps qui ne sont pas les temps dont nous discutons là. Ce n'est pas dans le temps d'accueil périscolaire, c'est également dans le temps de cantine. C'est-à-dire que la délivrance d'une aide de subside par la CAF est adossée à un taux d'encadrement qui concerne autre chose à un autre moment de la journée. Donc, et ça, on ne sait pas encore, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Au final, la mariée était belle au départ. Quand je dis elle était belle, on savait à peu près, c'était jouable. On arrivait à
surtout avec le contenu du plan éducatif territorial. Moi, c'était ça qui aussi nous motivait. D'abord, on a parlé de l'école de la République, on a parlé de la gratuité, on a parlé d'un symbole. Il me semble normal que l'école de la République ait le même contenu, au moins sur le territoire du Pays de l'Or, auquel nous sommes tous très attachés, au niveau du symbole, au niveau de la réalité des choses. Donc, si la CAF demain nous dit voilà ce que j'apporte, et encore ils nous ont dit on ne l'apportera pas tout de suite, n'attendez pas un financement immédiat. Vous connaissez les difficultés, M. Capelletti l'a rappelé tout à l'heure, la raréfaction de l'argent public amène la CAF à être très prudente, et même les caisses locales, quelque part je les plains un petit peu, parce qu'ils sont soumis aux arbitrages nationaux. La caisse locale répercute ce que Paris a décidé, et Paris décide ce qu'il peut décider. Donc aujourd'hui, le constat, il est quand même partagé. Nous avons à mettre en place une réforme avec des moyens promis qui ne sont pas au rendez-vous, qui seront peut-être plus ou moins au rendez-vous, et nous le souhaitons tous. Aujourd'hui, nous avons, dans un esprit d'équité, de qualité d'enseignement et dans un esprit de mesure et de pondération fiscale, imaginé un système d'accompagnement calqué sur celui que l'agglomération avait mis en place, avec 4 tarifications possibles qui sont de nature, dans un premier temps, à permettre aux enfants de familles moins favorisées que les autres de payer nettement moins que ce qu'ils payaient avant la mise en place de la réforme. Donc c'est qu'on n'a pas été insensible à cet aspect social des choses. Et puis, par rapport à ce que vous dites bon, à l'état actuel, le document n'est pas votable, alors on en vote le principe et on prend acte dans le règlement. Par exemple, pour l'annualisation du revenu fiscal, on peut définir une rédaction qui prenne en compte les observations que vous avez faites. C'est l'intérêt du débat. Vous n'êtes pas là pour faire oui. D'abord, vous faites parfois pas forcément oui. Donc, c'est dommage d'ailleurs, c'est une habitude à prendre. Mais l'intérêt, oh, je vois les oreilles pour ce patron. L'intérêt du débat, c'est justement avec une approche constructive, pas forcément systématiquement polémique. On peut arriver, on va voir l'ensemble de ces choses-là. Ça se fait avec plus de confort en commission, monsieur le maire. Écoutez, on a pris bonne note, mais il ne vous a pas échappé non plus dans quelle situation on est. Et Dieu sait que ça n'a pas été pour éviter les réunions, puisqu'il n'a pas dû vous échapper que dans les premiers jours de juillet, nous avons fait une réunion à l'école Camus pour justement rassurer les parents. Parce que moi, je me mets à la place d'un jeune parent. Je suis inquiet. Je vais confier mon enfant à des personnes qui ne sont pas l'enseignant de référence. Déjà à l'école maternelle, on veut que ce soit la même ATSEM qui prenne l'enfant en charge. C'est la coéducatrice, c'est la référente. Et cela ne nous avait pas échappé. Depuis 2001, déjà, on a mis une référente même dans le temps de cantine. Pendant le temps de cantine, pour aider l'enfant, pour qu'il ait ses repères. Bon, c'est un peu comme son doudou. Et voilà. Donc tout ça, ça ne nous a pas échappé. Est-ce que vous avez envisagé de retravailler la grille des tarifs? Ah non, aujourd'hui, la grille des tarifs, on peut. Le paramètre qui a été précisé tout à l'heure, au lieu de prendre mois par mois, dire le revenu fiscal annuel, le revenu fiscal de référence, on peut l'inclure dans le règlement. En tenant compte du quotient familial aussi. Pardon? En tenant compte du quotient familial. Et Eurotransport le fait. Les activités périscolaires sont des activités facultatives. Donc la tarification est aussi périscolaire, si, totalement. Non, je parle à M. Balzamon, pas à vous. Ce que je propose, c'est l'interlocuteur préféré de M. Pradel. Ce que je propose, c'est que. Attendez. On va mettre en place ce système parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Puis, le champ de la discussion est ouvert, M. Pradel et Mme Temple-Boyer, et la commission des affaires scolaires, dans laquelle vous semblez pas active, et je m'en réjouis. Non, elle ne s'est jamais réunie. Elle ne s'est jamais réunie? Ah bon? Ah ouais, jamais. Bon. Il y a eu une commission d'harmonisation à laquelle vous avez participé, mais on a évoqué le problème des rythmes scolaires de manière non pas fortuite, une question diverse, voilà, on va dire. Voilà. Bon, de toute façon, le champ de la discussion est ouvert pour affiner avec le quotient familial, mais si on avait pris le quotient familial, il y en a dans la salle qui auraient pu nous dire pourquoi vous ne faites pas comme l'aglo. Donc on a essayé de rester cohérent par rapport à un principe
qui avait été déjà adopté. Voilà. Donc écoutez. Je peux juste dire quelque chose. À Carnon, ils fonctionnent déjà selon la tarification aglo, puisque à Carnon, ils ont la chance d'être en ALAE. Et la deuxième chose, quand on bénéficie d'un ALAE, la CAF recommande une tarification modulée en fonction des ressources des familles. Voilà, donc ces préconisations, nous les avons suivies. Voilà. Bon, c'est le premier pas qui me convient pas, moi. C'est le 0,2000 qui me convient pas. Voilà. Bon. Après la modulation, je suis pour. Mais je vois bien que c'est M. Balsamo qui tient les deux. Voilà. Bien. Allez. Dominique, vous irez tout à l'heure au café du midi ou au café de commerce. Bravo. Allez. On passe au vote, s'il vous plaît. Le débat a été assez riche et assez long. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Virginie, toujours. Alors, modalité de remboursement des cartes de garderie scolaire à Mobio. Afin de faciliter les démarches des familles, la commune a mis en place un système de réservation et de paiement des différents temps périscolaires sur Internet. Le service de réservation Déclic est le même que celui proposé par les services de l'agglomération du Pays de l'Or pour la restauration scolaire et les inscriptions au service ALSH, les centres de loisirs. Ce système innovant remplacera au 1er septembre 2014 l'ancien système de cartes de garderie. Il convient de rembourser les cartes de garderie scolaire en fonction du nombre de créneaux de garderie non utilisés, correspondant aux cases non tamponnées sur la carte, à hauteur de 53 centimes d'euros par créneau. Le remboursement pourra intervenir auprès du service scolaire à la mairie de Mobio jusqu'au 31 décembre 2014 sur présentation de la carte de garderie scolaire et d'une pièce d'identité. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à rembourser les créneaux de garderie scolaire non utilisés aux familles qui en feraient la demande. Bien. On y va? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Patti? Alors, le rappel des tarifs communaux pour la régie des spectacles. Monsieur le maire propose au conseil municipal les tarifs communaux concernant le secteur culturel pour la programmation de septembre à décembre 2014. Donc, on se retrouve avec 8 groupes de tarifs et un tarif plein, un tarif réduit et un tarif jeune. Dans le cadre d'un partenariat avec l'association Culture et Sport Solidaire 34, et afin de favoriser l'accès des publics défavorisés à la culture, 5 à 10 places exonérées pour chaque spectacle seront mises à leur disposition. Alors ensuite, concernant donc les tarifs, il y a un petit récapitulatif, donc 25, 20, 16, 14, 12, 10, 6 ou 4. Les tarifs réduits concernent les demandeurs d'emploi, les étudiants, les intermittents du spectacle, les familles nombreuses, les groupes de plus de 10 personnes et les plus de 60 ans, avec comme tranche 23, 18, 14, 12, 10, 8 et 4. Le tarif jeune concerne donc les moins de 18 ans avec des tranches 15, 10, 6 et 4. Et les tarifs scolaires sur les séances scolaires payantes sont de 4 € pour les écoles, les collèges et les centres de loisirs. Ensuite, il y a une gratuité pour les accompagnateurs des CLSH, l'association Culture et Sport Solidaire 34, qui possède donc 5 à 10 places mises à disposition pour chaque spectacle. Les invitations professionnelles de l'association prestataire, 10 par spectacle, et une carte de fidélité gratuite et nominative sera proposée au public. Éditée par le service culturel, elle sera tamponnée à chaque spectacle afin que le 11e soit offert. Vient ensuite la programmation culturelle payante de septembre à décembre 2014. Je vous ferai grâce de la programmation. À moins que vous voulez que je la lise, mais voilà. Le troisième point concerne la billetterie en ligne et les conditions générales de vente. Les conditions d'application restent identiques à celles adoptées au conseil municipal du 13 décembre 2013. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'adopter ces tarifs et de modifier le tableau des tarifs communaux 2014 en conséquence. Merci Patricia pour ces éléments. On passe au vote si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 9, Christian, M. Claverie, sur une demande de subvention auprès du Conseil général pour 2 associations de la ville de Midoun en Tunisie
Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux, UTAIM, et l'Espoir sportif. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre du jumelage qui lie la ville de Mougio-Carnon à Djerba Midoun, en Tunisie, des relations se sont nouées avec deux associations, Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux de Djerba Midoun et l'Espoir sportif, association de football locale. L'agglomération du Pays de l'Or a fait don de 2 autocars pour transporter les membres respectifs de ces deux associations. UTAIM est en outre jumelé avec l'association Amitié franco-tunisienne dont le siège est situé à Moulio. Afin de doter ces deux associations de matériel médical pour l'UTAIM et d'entraînement pour l'Espoir sportif de Midoun, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à demander au conseil général une subvention de montant de 1 000 €. Cette subvention s'inscrit dans le cadre de la politique de coopération décentralisée entre le conseil général de l'Hérault et le gouvernorat de Médénine, région de tutelle de Djerba Midoun. Merci Christian. Donc c'est un don qui a été fait là, les autocars qui leur ont rendu bien service. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas en état de rouler, c'est la réglementation qui a fait que la Tunisie n'obligeant pas les autocars à être équipés de ceinture pour le moment. Les nôtres devant être équipés de ceinture, et cet équipement complémentaire étant tellement onéreux que l'amortissement ayant déjà été acté de ces CAF, on a préféré, il n'avait aucune valeur marchande, je crois que c'était 5 000 € les 3 ou 5 000 € les 4. Donc on leur a fait don, ce qui leur a rendu bien service. Donc aujourd'hui, le but est de demander une subvention au conseil général dans le cadre de ce partenariat qui a été évoqué. Voilà. On passe au vote s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon? 2 abstentions? 3. 10e point, demande de subvention dans le cadre du Fonds ministériel de la prévention de la délinquance. Jacques, tu le prends? J'expose au membre présent. Vas-y. Monsieur le maire expose aux membres présents l'importance de la mise en place de caméras de vidéoprotection sur la commune dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités territoriales en prévention de la délinquance dans les quartiers de la politique de la ville et dans les zones de sécurité prioritaire. Monsieur le maire propose de solliciter l'État au titre du FIPD une subvention la plus élevée possible, compte tenu pour l'année 2014 de l'implantation de matériel de vidéoprotection pour un montant de 114 795 € hors taxe, soit 137 754 € implantation sur Carnon et sur le port de Carnon. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter sa proposition dans tout ce contenu, de solliciter de l'État au titre du FIPD une subvention la plus élevée possible et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. C'est des caméras au nombre de 22 qui seraient implantées sur Carnon. Il y aurait 15 caméras qui seraient lecture de plaques. Il y aurait 6 caméras sur les quais, sur le port, donc une caméra haute définition. Et il y aurait une caméra après qui serait sur Carnon Ouest, au niveau du parking. À savoir que là-dessus, théoriquement, on devrait avoir une subvention égale à 50% du prix donné par le FIPD. Oui, je voudrais savoir quelle est la relation entre ces caméras et celle qu'on n'a pas réalisée et dont on a discuté l'autre jour lors du compte administratif 2013. Est-ce que c'est des caméras différentes ou... Oui. Chaque année, on a une... Oui, là c'est les anciennes. Nouvelle opération. Donc, les anciennes de 2013 ont été réalisées en fait en 2014. Certaines. C'était fini, ça a été fini en 2014. Et on sait lesquelles ont été terminées. Tout est fini. Le programme de 2013 est fini. Ça, c'est un nouveau programme que j'ai Carnon. Mais l'ancien programme, on l'a terminé? Il est terminé. Oui. Et on l'a terminé complet ou on l'a terminé réduit? Il y a 9 caméras sur Boyo avec de plaque. C'est les derniers projets qu'on a fait. Et ça, c'est un nouveau programme? Ça, c'est un nouveau programme, M. Carnon. Et on les enclenche, là on demande la subvention, oui. Mais on va les faire ou pas?
Évidemment. Non, parce que des fois, vous les affichez un budget, vous les faites pas. Donc non. Je veux savoir ce qu'on fait pas. C'est votre interprétation. Il faut défendre les deniers des gens. On a justement pris l'engagement d'équiper Carnon et on est arrivé, non sans mal, à faire intégrer l'aide des fonds FIPD à Carnon, compte tenu que Carnon n'est pas en zone ZSP. Donc on est le fonds intercommunal de prévention de la délinquance s'applique aux zones qui sont en zone de sécurité prioritaire. Donc Carnon ne fait pas partie. Mais comme Carnon et Moguio sont la même commune, n'en déplaise à certains, donc ça permet justement d'être éligible, compte tenu que Moguio est dans la ZSP, ça permet à Carnon de bénéficier de cette aide, enfin à Carnon et à la commune, puisque le financement en gros est de 50%. Bon, et là on ne les a pas faites encore. Et non, on demande l'enveloppe. Donc on demande le pognon à l'État avant de les avoir faites. C'est pas mal. Bon. Et on va les faire. Et on va les faire le perdre. Moi, la question c'est de savoir quand est-ce qu'on va les faire. Dès qu'on aura le pognon. Dès qu'on aura le pognon. Les réunions de préfecture ont lieu au mois de septembre. En septembre, on saura si on a la subvention. Ça fait que je pourrai d'ici la fin de l'année. Non mais moi je pense que par rapport à l'opposition, il faut avoir une politique assez précise. Il faut vérifier toutes vos caméras si vous les mettez ou pas, parce qu'après quand je regarde, je m'aperçois qu'elles sont non réalisées. Donc moi ça m'intéresse, je veux savoir si on les fait ou si on les fait pas. Donc ça c'est les caméras qu'on fera. Toutes, elles ont toutes celles qui ont été promises ont été faites. Donc si Valls me demande, je dis qu'on les fera promis. Ok. Ah, parce que vous êtes intime avec monsieur Valls. Madame. On ne peut pas. Madame Combardos, vous êtes intime vous aussi avec Valls? Non. Allez-y. Allez-y. Moi, je suis étonnée d'avoir une information où on me parle maintenant de 22 caméras. Et moi, j'aurais bien aimé, dans la commission Carnon ou travaux, je veux dire... Elle n'existe pas, la commission Carnon. C'est Carnon et Moguio, c'est une commission. Eh bien, il y a une commission Carnon, tourisme, c'est normalement madame qui en est la grande. Eh bien, j'en fais partie, mais je n'ai jamais été invitée. Et j'aimerais bien que les 22... qu'on me dise exactement où c'est, parce que bon, on a un vécu par rapport à Carnon, donc on aimerait bien travailler. Situer 22 caméras, c'est un travail de commission, c'est un travail de groupe. C'est pas un technicien qui invente les choses. Donc j'aimerais bien que la commission Carnon se réunisse. Il n'y a pas de commission Carnon. Madame, il faut savoir que... Tourisme, handicap et machin, j'ai été élue de cette commission. Madame, sachez que l'État donne des sous dans la mesure où c'est eux qui donnent l'autorisation. C'est la gendarmerie qui est venue à Carnon, qui est venue avec nous, et qui a dit, si vous voulez des caméras qui seront dédommagées par une subvention, il faut les mettre là, là, là et là. En aucun moment, c'est l'élu qui a décidé de mettre les caméras à tel endroit. Nous, on décide du nombre, on peut payer, on ne peut pas payer. Par contre, les emplacements sont imposés par la gendarmerie. Ah d'accord. Donc c'est vous qui avez décidé l'enveloppe globale. Non. Et après vous avez dit à la gendarmerie où est-ce qu'on est. Si vous voulez, on était à la Carnon. À Carnon, il y a 4 entrées principales, donc ils ont dit, vous mettez les caméras à tel endroit. On en met 4, on ne peut en mettre que 2. Là, on a décidé de mettre les 4. Dans la mesure où on sera subventionné, effectivement. On peut nous dire, parce que le panier va être exécuté aussi. Donc si on a subventionné, on ne fera plus de caméras. À savoir que par emplacement, je dis 22, mais par emplacement, pour une voiture, il faut 3 caméras. Il y a 2 caméras qui prennent lecture de plaque, il y a 2 caméras qui prennent l'intérieur de la voiture. Donc je dis 22, mais si vous voulez... Ça fait 7 emplacements. C'est 4 aussi. Bien, alors, cet équipement est décidé de longue date et il rentre dans la commission sécurité. Voilà, c'est pas la commission environnement, c'est la commission de sécurité. Nous avons tenu des réunions au cours de l'année dernière où les Carnonnais nous ont demandé à plusieurs reprises, notamment lors de réunions relatives à la thématique voisins vigilants. Les gens nous ont demandé d'avoir des équipements identiques à ceux dont certains quartiers de Moguio bénéficiaient. Et loin de nous l'idée de dire que cela suffit à Moguio, mais
la lecture des plaques minéralogiques permet une régression des faits délictuels, en tout cas une élucidation, parfois une régression, puisque c'est considéré comme de la prévention. Voilà. Donc, quand M. Tricoire sera là, il n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances, quand il sera là, on lui demandera de ne pas vous oublier dans cette demande, et si vous parlez avec les usagers du port, tous appellent de leur vœu justement la mise en place de systèmes de surveillance, parce que la police à Palavas se réclame d'excellents résultats. Ils mettent une caméra à l'entrée, une caméra à la sortie. Il faut qu'on arrive à faire un petit peu la même chose à Carnon. Au niveau dissuasif, au niveau préventif, ça sera très bien. Non mais pour la passerelle Mertens, ça a apporté une ça a apporté quand même voilà. On a un document, ce gendarme nous a laissé un document où il nous a fait le même coup que le directeur de Jeunesse et Sport avec le ministre. Il y a un dossier qui est parti de la préfecture, il sera accepté ou pas. D'accord, mais lui il vous a pas donné d'avis écrit. Il nous donne des avis. On pourra avoir une copie de cet avis. Vous aurez le retour, si c'est accepté par Paris. Dès qu'on aura le retour, on vous le donnera. Il est parti. Autre question par rapport à la commission Carnon. Attention les oreilles poussent. Attention les oreilles poussent. J'ai vu que vous aviez mis des correspondants ou des référents. Joli terme. Des référents pour Vauguières, Carnon, les Garrigues. Il s'appuie sur une délégation du maire. Quel est le... Oui, messieurs. Ce sont des conseillers municipaux délégués pour Vauguières? Non. Madame Gélinet sur Carnon, en tant qu'adjointe. Madame Louillot et Madame Maya, elles ne sont pas déléguées spéciales, spécifiques, mais elles sont référentes, présentées comme telles dans... D'ailleurs, l'installation, le procédé de l'installation, les présente comme référente sur référente. Voilà. Madame Gély est adjointe, elle a une délégation sur Carnon, référente Carnon. Dans nos délibérations, il y a une délibération de référent, je ne pense pas. La notion de référent ne fait pas appel au code général des collectivités territoriales, c'est une notion politique. Vous qui avez cette sensibilité. Oui, je ne pensais pas justement. Donc en fait, quels sont leurs pouvoirs immenses? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je suppute qu'il y a plus de mousse que de réalité. C'est alors là pour la mousse, Barbara. Et la pression est dans la Corinne. Voilà. Non, là, vous êtes en train de vous écarter. Marquez, peut-être, vous avez le choix, du côté gauche, du côté droit. Vous ne me répondez pas sur ni leurs compétences, ni leur délégation. Non, mais c'est un choix politique, il ne faut pas nous répondre. Non, il n'y a pas de... Vous restez dans un flou... Elles sont référentes, et point. Vous avez très bien compris ce que ça voulait dire. On a installé 3 conseillers municipaux délégués, M. Sanchez, M. Claverie et M. Balsamo. Et M. Hennet, qui ne fait pas de bruit, mais qui est là. Oui, il est Laurent. Voilà. 4. Voilà. Donc, ni pour les Garrigues, ni pour Vauguières, aucune délégation, et pour Carnon, vous n'avez pas la délégation spécifique à Carnon, madame? Non. Non, c'est pour pouvoir discuter avec la population, juste. Madame Gély est référente Carnon, elle est adjointe au tourisme, au handicap, et elle est le canal d'entrée pour les Carnonnais, comme Madame Maillan ou Madame Louillot le sont pour Vauguières et les Garrigues, si ce n'est que Madame Gély est adjointe. Voilà, et qu'elle a un rayonnement, une présence plus importante, puisque dans la hiérarchie des grades, elle est adjointe. Voilà. C'est pathologique aussi. Oui. Non, mais madame, je le prends avec beaucoup d'humour, mais référence à aucun contenu juridique, donc vous vous moquez, c'est tout. Je veux dire avec beaucoup d'humour, mais vous vous moquez de la population. Alors, je travaille donc en termes de délégation, je suis adjointe au tourisme et au handicap. Donc, sur le handicap, je suis également présidente de l'Office de tourisme, qui se réunit régulièrement, qui s'est déjà réuni plusieurs fois, qui continuera à se réunir régulièrement. Donc ça, c'est déjà en cours.
avec un certain nombre d'élus qui sont ici, qui sont présents également. Au niveau de la commission handicap, on a déjà mis un certain nombre de choses en œuvre, comme l'unité enseignement qui va être en place dès la rentrée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en œuvre, qui sont aussi mises en œuvre dans le cadre de l'Office de tourisme, qui a le label Tourisme Handicap. Donc on travaille le handicap également par le volet tourisme. La commission handicap, effectivement, ne s'est pas réunie. Et là, Madame Comarnou, si vous êtes inscrite sur une commission sur laquelle je suis en tête de liste, c'est que vous êtes sur la commission handicap, puisqu'il n'y a pas de commission Carnon, dans la mesure où je ne suis pas adjointe à Carnon, ça n'existe pas. Ce qui ne m'empêche pas d'être extrêmement présente à Carnon, d'avoir mis en place déjà un certain nombre de choses à Carnon, ainsi que beaucoup d'élus qui font des permanences, qui se relaient sur Carnon, et il y a déjà un gros travail qui a été mené, même si nous ne portons pas le nom adjoint Carnon. Merci Laurence. Voilà, donc, je précise que... Donc, je suis à une commission qui s'occupe que du tourisme et de l'handicap. Donc, je m'interroge quand même qu'on n'ait pas eu une commission avant la saison, qu'entre mars et juillet, on n'ait pas eu une réunion de cette commission. Parce que j'aurais bien vu quand même une commission avant la saison et une commission après la saison. Voilà, il y a effectivement, Madame Comarnou, des réunions techniques pour préparer la saison, pour préparer tout ce qui est avec tous les partenaires, gendarmerie, brigade nautique, SNSM, services techniques, pompiers. Bon, alors elle a été faite, à la rentrée, n'ayez pas peur, vous ne serez pas déçus. Et la commission à laquelle vous serez invité, c'est la commission handicap. Le tourisme, c'est dans le cadre de l'Office du tourisme. Alors, excusez-moi, on a voté ici même des présences à des commissions. Et donc, moi, j'avais candidaté à une commission qui s'appelait Carnon Tourisme Handicap. Non. Et donc, d'un seul coup, je ne me retrouve plus que dans une commission qui s'occupe de l'handicap. Donc, excusez-moi, mais et cette réunion s'est jamais réunie, donc cette commission. Donc, véritablement, je me pose beaucoup de questions. Merci. Bon, on ne va pas quand même résumer le Cardonnais à un touriste ou un handicapé, quand même. On ne peut pas exagérer. Voilà. Monsieur Pradel, pour finir. Sur les délégations. Finir votre intervention, c'est la dernière. Sur le... Je ne pense pas que sur le principe, il y a de problèmes juridiques à faire des délégations géographiques. Délégation de quartier. Donc le fait de ne pas avoir donné de délégation ni pour les Garrigues, ni pour Vauguen, ni pour Carnon, c'est un choix politique et c'est notre job de le soulever. Voilà, bien, écoutez. Je vous demande, il faut qu'on vote d'abord, avant de clore, tout le monde s'est exprimé. Le dernier point pour la demande des subventions au Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je clôt la séance en vous donnant rendez-vous le 29 septembre pour le vote du budget supplémentaire. Je vous souhaite aux uns et aux autres de bonnes vacances pour ceux qui n'ont pas pris. Il y en a qui en ont besoin. Et entre-temps, nous aurons la fête votive pour justement partager quelques moments de convivialité auxquels tous les conseillers présents sont conviés. Voilà, bonne soirée, merci à vous. Beaux exemples de démocratie.